connaissez la fameuse formule traditore traduttore, traduttore traditore. Le traducteur est souvent un traître. Le jeu de mots, évidemment, fonctionne mieux en italien qu'en français. Et dans bien des cas, les traducteurs introduisent des erreurs dans la langue vers laquelle ils traduisent. Je pense notamment au calque. Qu'est-ce que c'est qu'un calque? Sinon, un processus de traduction. Si ce n'est que le traducteur, lui, il n'a pas seulement pour fonction de rechercher dans la langue vers laquelle la traduction doit se faire l'équivalent, parce que parfois l'équivalent n'existe pas. Il lui faut donc trouver un équivalent par exemple, en acclimatant le mot étranger dans la langue visée, ce qui fait un emprunt, mais il peut aussi faire une sorte de combinatoire. Parce que ce n'est pas forcément le mot étranger qui manque, mais c'est la combinatoire qui manque. Prenons un cas tout à fait amusant, comme l'expression française mal avisé. Mal avisé. Et qui est traduite en anglais par ill-advised. Or, ill, c'est une erreur de traduction, bien évidemment. Ill, ça veut dire malade. Mal avisé, on va donc dire malade visé, c'est mal, c'est la maladie. Vous voyez bien qu'il y a une erreur de traduction qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Le traducteur n'a pas compris que mal, mal, c'est un synonyme du préfixe dysfonctionnement. Malheureux, malchanceux, ça ne veut pas dire qu'il y a une maladie. Mal ici, ça veut dire l'absence de. C'est comme le less anglais. Voilà un exemple. Il y a en 93, je crois, il y a 25 ans, j'avais fait une conférence à Jérusalem sur les traductions du français vers le latin. Oui, parce qu'en réalité, il y a tout un débat là-dessus. Certains traités arabes ou hébraïques ont été d'abord traduits en français avant d'être traduits en latin. Parce que les traducteurs juifs connaissaient mieux le français que le latin, quand ils vivaient en France. Donc prenez un traducteur juif français, eh bien il connaît l'hébreu, il connaît le français, il ne connaît pas le latin. Donc un certain nombre de traités, comme notamment en astrologie, ont été traduits directement de l'hébreu ou de l'arabe éventuellement dans certains cas, mais de l'hébreu en français, en roman, si on est au niveau du XIIIe siècle, là, en l'occurrence. Et ensuite, traduit du français vers le latin, notamment les textes de Petro d'Abano. Et pour le prouver, j'avais expliqué que le mot malus, en français, renvoyait à la fois au mal, M-A-L, mais aussi au mâle, M-A, accent circonflexe, L-E, masculinus. Et par conséquent, le traducteur latin, dans certains cas, s'était trompé. Il a dit que telle chose était mauvaise, alors qu'elle était de l'ordre du masculin, ou inversement. Je ne rentre pas dans le détail pour l'instant. Simplement qu'il y a des ambiguïtés qui échappent au traducteur, parce qu'il ne connaît pas assez bien la langue d'origine, il ne connaît pas ses ressorts, et on a comme ça des erreurs qui se constituent, qui se perpétuent.
L'anglais est donc une langue qui est victime de ces traductions, de ces calques malvenus. J'en ai donné d'autres exemples, je crois. Si on prend par exemple against, qui veut dire contre, ça ressemble étrangement à again, qui veut dire encore. Mais là encore, on voit que ça vient d'une erreur de traduction à partir du français. Parce que encore ressemble beaucoup à encontre. Et par conséquent, quand le traducteur du français vers l'anglais voit le mot encontre, il pense à encore. Et donc, il va construire against. Puisque on a again, on a encore. Encore en français veut dire à la fois encore et à l'encontre d'eux. Enfin, c'est ce qu'il imagine. Eh bien, on va dire again et against. On va s'aligner sur le champ sémantique, soi-disant, du français. Alors, il y a certainement des phénomènes de ce genre, à peu près dans toutes les langues, à toutes sortes de niveaux. Mais c'était amusant de le signaler. Par exemple, un cas intéressant, c'est le passage de l'hébreu ancien à l'hébreu moderne. Prenons le cas de Ben Adam. Ben Adam, en hébreu moderne, ça veut dire l'homme. C'est le terme basique pour dire l'homme. On peut dire aussi Gever, mais on dit Ben Adam, Ben Adam, Ben Adam. Or, en réalité, le mot dans la Bible ne veut pas dire cela. Fils de l'homme, c'est réservé à un prophète, par exemple. C'est réservé à Jésus, par exemple. C'est pas n'importe qui. Parce que Adam n'est pas n'importe qui. Adam n'est pas l'homme basique. Ça, c'est un autre sujet, mais tout est lié. Adam, c'est une sorte de surhomme. Et tout le reste va autour de lui. C'est-à-dire quand Dieu s'adresse à Adam, il lui montre tout ce qu'il y a autour de lui, tout ce qui a été créé autour de lui. Et à partir d'Adam, il va d'ailleurs se créer la femme, etc. Donc ce n'est pas n'importe qui. Alors que en hébreu moderne, Ben Adam, c'est n'importe qui. Né Adam, Ben Adam, c'est le kidam, l'homme moyen, n'importe qui. Donc là, il y a une dévaluation du mot Ben Adam qui est tout à fait fâcheuse et qui ne permet pas de comprendre que la filiation d'Adam, c'est pas n'importe quoi. C'est réservé à une élite. C'est pas réservé au commun des mortels, comme on le fait croire dans l'hébreu moderne. C'est ce qu'on pourrait appeler une aristocratie, en quelque sorte, une noblesse, issue d'Adam, et qui a le pouvoir de dominer. Tout comme à l'époque de Robin des Bois, les Normands dominaient les Saxons. À propos de Robin des Bois, justement, j'ai revu récemment le film avec Errol Flynn et Olivia de Havilland, de Victor Fleming. Il y a une erreur de traduction en français. C'est vrai que Robin des Bois a vécu dans la forêt jusqu'à un certain point, mais en fait, quand le nom anglais Robin Hood, ça veut dire le Robin au capuchon. Hood. Et le mot pour bois, c'est wood. Alors, il semblerait qu'on ait confondu Hood et Wood, et que c'est ça qui est donné Robin des Bois. Même si on peut le considérer parce qu'effectivement, il vivait dans les bois. Mais il y a une similitude là entre Wood et Wood qui n'est pas par hasard. Le Hood, c'est le capuchon. D'ailleurs, on retrouve ça dans le chaperon rouge. Aujourd'hui, c'est la grande mode, le capuchon. Donc, c'est le Hood. Voilà. Donc voilà pour terminer cette petite expression amusante. Les erreurs de traduction par des faux rapprochements, par des fausses similitudes, ou des similitudes qui sont bien là, mais qui ne doivent pas induire en erreur. Et voilà,
Je vous laisse méditer là-dessus.